Bonjour à tout le monde, ravi, heureux d'être des vôtres. Merci d'avoir bien voulu m'accueillir. C'est une joie de revoir des visages amis. Je ne les nommerai pas tous, mais je pense en particulier au professeur Mercier, évidemment. Et donc, merci encore une fois. Quand on réfléchit sur l'éthique, et bien souvent, on part de l'idée ou du principe que l'éthique serait un ensemble de règles relativement univoques, une sorte d'idéal à atteindre indépendamment des contingences humaines. Mais est-ce que c'est, je dirais, la bonne ou du moins la seule approche possible? Peut-être que l'éthique devrait s'inscrire non pas dans une unicité globale, mais dans une pluralité des possibles. Et il se trouve que, sans doute par hasard, mais le hasard existe-t-il, que dès les premiers usages du terme ethos dans la littérature, la langue grecque, le sens était clairement pluriel. Le terme ethos en tant que tel vient essentiellement au pluriel. Si on explore un peu ces premières occurrences du terme ethos, eh bien, le terme est utilisé excusez, je ne suis pas habitué à ces machines-là, le terme est utilisé dans un sens très différent de celui qui est le nôtre aujourd'hui. Le terme ethos désigne en effet un lieu propre d'une espèce animale, son pâturage, le lieu où cette espèce animale advient à elle-même, d'une certaine façon. Si vous prenez par exemple cet extrait de l'Iliade, on voit bien comment, alors c'est donc le passage sur le coursier superbe, vous voyez, il vole au pâturage, vous voyez, ethos au pluriel, qui lui sont chers et où paissent de jeunes cavales. Vous voyez, donc il y a par exemple cet usage-là. Alors quelque chose de très similaire cette fois dans l'Odyssée. Vous voyez, à nouveau, c'est le lieu propre des troupeaux ou de certaines espèces, donc en l'occurrence ici plutôt des porcs. Pardon. Et avec le temps, le glissement de la Grèce archaïque vers une Grèce plus classique, pour ainsi dire, le terme ethos, toujours au pluriel, généralement, commence à s'appliquer au genre humain. Et d'une certaine façon désigne les coutumes, les mœurs, soit propres à tel ou tel personnage, comme ici dans cette citation d'Isocrate, ou propre à tel ou tel peuple, mais en tout cas toujours avec cette idée de pluralité. Ce n'est que par la suite, au moment, j'allais dire, de l'apogée de la philosophie grecque type Aristote et par la suite les autres, que le terme ethos devient unique. Pourquoi je me permets d'insister sur cela? C'est que le terme ethos nous pose finalement la question première du livre que pose Yuval Noah Harari. Et si jamais, à notre époque encore, il y avait une pluralité possible des humains, par le passé, ce sont les recherches de cet éminent, je dirais, paléontologue, eh bien par le passé, il y avait plusieurs espèces, je dirais, d'êtres humains. Et la question bouleversante qu'il pose est si jamais cette pluralité existait aujourd'hui encore, quelles conséquences cela aurait sur, par exemple, nos conceptions politiques, nos conceptions sociales, nos conceptions philosophiques. D'une certaine façon, revenir aux origines du terme ethos, poser cette pluralité, c'est initier ce type de réflexion-là. Puisque dans le champ du handicap, nous avons, au-delà de tout ce qui est culturel, nous avons une pluralité d'existence humaine. Voyez? Et donc concevoir une pluralité humaine, cela nous ramène d'une certaine façon à penser ethos au pluriel, donc plutôt éthé que ethos. Alors les personnes amatrices d'étymologie indo-européenne, il y a pas mal d'autistes dans le club d'ailleurs, auront fait le lien ou la remarque que le terme ethos est sans doute apparenté à une racine indo-européenne svède ou své, donc le thème réfléchi, le thème du pronom réfléchi, soit, vous voyez, le lieu qui appartient en propre aux personnes ou aux espèces vivantes. Quel est ce lieu qui appartient au propre aux personnes différentes? Eh bien, il y a eu une exploration de ces questions dans la culture, dans le patrimoine culturel, mais aussi dans l'actualité.
Et après, je dirais quelques tentatives de citation grecque, on peut venir à la culture populaire, un lieu ou plutôt un film qui explore ce qui est propre, donc l'éthos propre aux gens bizarres. Eh bien, il s'agit tout simplement de SOS Fantôme, de Ghostbusters. Alors, je parle naturellement de la toute première édition. Je ne parle pas des 1001 copies de ce film qui ont fait d'ailleurs un bide absolu. Pourquoi donc Ghostbusters dans la première édition a eu le succès qui fut le sien? C'est qu'il s'agissait d'un film conçu, joué par des personnes différentes, et notamment par Dan Aykroyd. Et si on veut d'une certaine façon comprendre l'autisme, il suffit de s'intéresser à ce personnage, lequel d'ailleurs ne s'en cache pas et il ne peut pas s'en cacher. Vous voyez, c'est parfois, je dirais, la différence humaine est particulièrement visible ou apparente. Et ce film-là, contrairement à certaines croyances, ce film-là n'est pas un film sur les fantômes. Il s'agit plutôt d'un film qui explore la pluralité humaine des possibles. Vous voyez, entre par exemple tel enseignant universitaire qui, je dirais, manque grossièrement au principe d'éthique puisqu'il a tel ou tel intérêt personnel et qui est évidemment dénoncé, etc. Vous voyez, c'est jusqu'à cette scène un peu matricielle, cette scène d'ouverture où on voit le recoin sombre de la bibliothèque en comparaison par rapport aux marches qui mènent à la bibliothèque. Sur les marches socialisent les étudiants, j'allais dire non autistes, alors que dans les recoins sombres de la bibliothèque, eh bien, il y a donc les personnes bizarres avec leur centre d'intérêt, donc en l'espèce le fantôme. Voyez, il y a de façon tout à fait saisissante cette exploration d'une pluralité radicale des êtres et des espèces, pour ainsi dire, vivantes. Alors, évidemment, c'était un exemple un peu facétieux que j'ai cité. Vous me direz à juste titre que ces fantômes-là n'existent pas, bien qu'on en ait peur, comme le disait une illustre dame du XVIIIe siècle. Je ne crois nullement aux fantômes, mais j'en ai peur, vous voyez. Donc, ces entités-là, certes, n'existent pas, mais peut-être que la pluralité posée par Yuval Noah Harari existe d'une autre façon. De nos jours, inutile de présenter cette jeune personne suédoise, donc tout le monde connaît, je crois, donc en l'occurrence Greta Thunberg ou Greta Thunberg pour tenter de le dire vaguement à la suédoise. Ce qui est, je dirais, relativement saisissant dans son cas, c'est de voir comment la présence d'une personne différente, de façon manifestement différente, au sens où elle ne peut pas cacher, je dirais, son autisme ou sa différence humaine, comment cette présence d'une différence suscite des réactions qui souvent serait plutôt assimilée à celle d'un Moyen-Âge révolu plutôt qu'à celle de 2019. J'ai compilé un certain nombre de réactions, y compris d'autorités académiques et intellectuelles tout à fait éminentes à propos de cette jeune personne. Tel éminent savant croyait voir, je cite, des lueurs diaboliques dans son regard. Tel autre l'a comparé à je ne sais quel être possédé des temps anciens. Peut-être que la chance de cette personne est de vivre de nos jours et non pas au Moyen-Âge, auquel cas elle aurait fini sans nul doute au bûcher. Mais en tout cas, ce qui est absolument fascinant, c'est de voir comment notre modernité, si orgueilleuse, si arrogante, lorsqu'elle est confrontée à cette différence humaine forte, radicale, eh bien, a recours à des clichés que l'on osait espérer dépasser et qui malheureusement ne le sont pas. Et peut-être donc, on pourrait le dire par cette tentative de phrase que j'ai mise sur la diapositive de nos jours. Penser son lieu propre, son ethos, donc comme on l'a dit en introduction, n'est pas nécessairement plus facile de nos jours qu'à une époque, j'allais dire, révolue.
Alors vous me direz, pourtant nous faisons tant d'efforts, pourtant il y a tant de belles paroles sur l'inclusion. Peut-être justement que la reconnaissance d'une pluralité des ethos ou des étés est plus complexe à certains égards qu'avant. Et je me permettrai dans la suite du propos, quitte à être grinçant, quitte à ne pas forcément être tout à fait dans la ligne du consensus politique auto-acclamatoire, je me permettrai peut-être de donner quelques facteurs possibles qui entrave justement cette reconnaissance du lieu propre des personnes, j'allais dire, différentes, des personnes relevant de ce que j'oserais appeler la biodiversité humaine. D'une certaine façon, l'histoire du handicap, l'éthos, l'éthique du handicap au sens exact du terme reste encore à écrire. On a beaucoup envisagé ou pensé le handicap à travers d'autres corpus intellectuels qui sont parfaitement méritoires, je n'en doute pas. Simplement, est-ce qu'on peut penser tel pâturage à partir de tel autre, pour reprendre la citation de Homère au tout début. Je n'en suis pas très sûr, au risque de faire de grosses erreurs ou de grosses approximations. Alors, nous le savons, par exemple, dans les années 60, la personne mentalement différente était considérée comme quasiment un héros de la lutte anticapitaliste. C'était, j'allais dire, l'âge d'or de l'antipsychiatrie jusqu'à peut-être la fin ou presque du XXe siècle. Donc une sorte de relecture du handicap ou du moins de certains handicaps intellectuels, cognitifs par le prisme, je dirais, d'enjeux politiques de l'époque. De nos jours, on retrouve un certain nombre de ces lectures ou plutôt tentatives d'intégrer le handicap dans un corpus intellectuel autre. Par exemple, la réinterprétation de certains handicaps tels que l'autisme dans le cadre de la description de l'oppression patriarcale qui engendre ou engendrerait tel ou tel trait autistique. De plus en plus de travaux s'inscrivent, je dirais, dans cette optique-là. Plus anciennement, mais il y a une permanence de ces traits-là, la croyance dans les bienfaits de la nature. La personne autre, dès lors, est poussée, sinon incité à vivre dans un lieu naturel, éloigné des villes, ce qui part parfois d'une excellente intention, mais est-ce que cela mène justement à cet idéal d'inclusion que l'on claironne tellement fort ? Peut-être qu'au contraire, et pardon d'avoir un peu de mauvais esprit, peut-être qu'au contraire, cette accentuation des vertus thérapeutiques supposées de la nature, eh bien, a une motivation relativement détestable, en l'occurrence de ne pas vouloir voir au centre des villes les personnes que l'on considère et qui sont différentes. Alors aussi un dernier peut-être corpus intellectuel dans lequel on essaye d'inclure le handicap, par lequel on essaye de le penser, c'est un peu intemporel, en particulier, je dirais, dans certains pans de la culture européenne, la vision du handicap à travers la gentillesse et la charité, qui sont évidemment des nobles termes. Mais est-ce qu'il s'agit là de l'horizon de devenir de la personne différente? J'ai mis de façon quelque peu provocatrice la citation devenue classique de Johannes Tetzel, qui donc renvoie à l'époque du trafic des indulgences et que l'on pourrait traduire de façon sommaire: dès lors que la pièce teinte dans le tronc, l'âme s'envole au paradis. Et il y a parfois cette conception-là, à savoir donc dès lors qu'une entreprise verse une certaine somme pour telle ou telle action en matière de handicap, ces péchés, je dirais, sont remis. Et donc, il y a peut-être cette croyance qu'une approche par la charité
pourrait, pour ainsi dire, résoudre, lever la question du handicap ou servir de substitut à cette pensée de la pluralité de l'éthos. Mais j'allais dire, ce n'est que peut-être l'un des obstacles, le premier. Le deuxième, si j'ose, un barbarisme, je l'ai appelé le médicalisme. Alors, je suis absolument confus et désolé pour les honorables amis médecins présents dans l'Assemblée. Simplement, il s'agit peut-être d'une façon maladroite de dire que pendant longtemps, parfois jusqu'à notre époque, l'approche dominante, sinon unique, au handicap avait été l'approche de la guérison, l'approche thaumaturgique. Combien de fois, pour parler très concrètement, combien de fois, par exemple, l'enfant porteur d'une différence, l'enfant aveugle, l'enfant autiste, était-il simplement sommé de faire advenir la guérison auprès du médecin ou d'attendre ce moment, pour ainsi dire, messianique du salut, plutôt que de proposer des solutions concrètes d'inclusion scolaire, d'apprentissage ou autre. Voyez. Alors, cette approche, pour ainsi dire, médicale s'accompagne de quelques, je dirais, effets secondaires, en tout cas de quelques implications qui ne sont pas directement contenues, pour ainsi dire, dans cette notion d'attente de la guérison. Premièrement, l'idée d'une sorte de hiérarchie des paroles, puisque inévitablement, dans le cadre d'un prisme médical, il y a une personne qui sait, une personne qui a fait de longues études, qui donc relève d'une sorte d'expertise savante et qui, je dirais, est prééminente par rapport à la parole du patient, de l'usager, donc je ne sais jamais s'il faut l'écrire ER ou E accent aigu. En tout cas, vous voyez, des personnes qui n'ont pas, j'allais dire, cette sapience-là. Alors, vous me direz qu'il s'agit d'un corollaire inévitable, pour ainsi dire, de la science. Certes, mais comme on le verra dans un petit moment, au niveau de la genèse, d'une politique, d'une éthique du handicap, cela fausse d'une certaine façon le jeu. Dans quel autre domaine d'une vie démocratique moderne admettrait-on une sorte de hiérarchie des paroles? Vous voyez, la question du devenir, de la création d'une démocratie dans le champ du handicap, d'une certaine façon devient bancale en lien avec ces aspects-là. Également, nous avons la question, par exemple, de l'évaluation. Hors champ du handicap, la notion d'évaluation scolaire universitaire est évidemment perçue comme étant variable dans le temps. L'élève, l'étudiant qui n'a pas bien travaillé et qui reçoit une mauvaise note, on sait très bien qu'il pourra se rattraper, qu'il pourra se racheter. Mais dans le domaine médical, l'idée est en permanence présente, du moins en sourdine, que l'évaluation serait quelque chose de définitif. Lorsque le chiffre du QI tombe, eh bien, c'est comme on dirait au 19e siècle, la science a parlé, il faut se taire. Voyez, l'avenir ou le non-avenir de la personne est, pour ainsi dire, tranché, comme s'il s'agissait presque d'une intervention supernelle. Voyez. Également, peut-être l'idée que dans la vie des personnes handicapées, et notamment celles qui sont le plus exclues, la question de l'hygiène médicale de vie prime sur le reste. Pour le dire très concrètement, dans la plupart des lieux où vivent des personnes handicapées, la première, je dirais, chose importante, c'est l'équilibre alimentaire exact de l'alimentation et des personnes concernées. Et pour fêter cela, les employés du même établissement iront manger chez McDonald's. Voilà. Donc, nous le voyons, il y a un ensemble, je dirais, de paradoxes. D'autre part, troisièmement, la prise en compte récente, fragile, très insatisfaisante du handicap, de la pluralité humaine dans le champ politique s'est traduite par une sorte de dépolitisation. Il est tout à fait saisissant d'observer dans le champ du handicap non pas une extension du champ politique, non pas une construction européenne, mais en fait un désengagement du politique sur ces sujets et au contraire une
croissance de l'approche bureaucratique. Il est parfaitement saisissant de constater que le handicap soit sans doute l'une des seules choses, l'un des seuls sujets qui ne soit nullement concerné par la construction européenne, ou nullement concerné par ce qu'on appelle la mondialisation, globalisation. Les frontières européennes, qui autrement n'existent pour ainsi dire plus sur le plan physique, existent avec toute leur force dès lors qu'il est question de handicap et de différences humaines. Et pardon de le dire, je ne veux pas susciter d'inutiles tensions, mais d'une certaine façon, la fameuse frontière linguistique en Belgique est également une frontière majeure en termes de handicap. C'est tout à fait intéressant à exprimer en ces termes-là. En tout cas, ce retrait ou cette très faible présence du politique en matière de handicap se traduit par une croyance qu'il suffirait d'établir une sorte de feuille de route qu'un appareil bureaucratique appliquerait et qui amènera donc une sorte de bien-être commun pour les personnes différentes. Je n'en suis pas très sûr et au contraire, j'en doute fortement, puisque comment se fait-il que dans ce domaine-là et dans celui-là seul, eh bien, les idéaux politiques de démocratie, d'égalité, d'expression directe des gens n'aient pas leur place? Donc, ces réflexions peuvent être bien sûr développées beaucoup plus que je ne le fais. C'était simplement une amorce un petit peu provocatrice, puisque d'une certaine façon, j'ai la particularité de pouvoir raconter n'importe quoi, tant que j'ai une certaine liberté de parole. Peut-être autre obstacle que je nommerai à titre personnel, une sorte de présence ou d'extension d'un modèle propre à nos sociétés du spectacle dans le champ du handicap. D'une certaine façon, une application croissante de la vision, pour ainsi dire, médiatique générale au champ du handicap. Je m'explique. Pendant longtemps, le handicap était totalement exclu du champ des médias. Désormais, eh bien, on commence à avoir une certaine présence de ces spécificités-là. Mais là où cela peut nous donner à réfléchir, c'est que cette présence-là n'a pas été pensée. Cette présence-là s'est faite de façon spontanée et donc selon les clichés les plus visibles et les plus, j'allais dire, parfois délétères. Par exemple, j'ai mis une petite image d'une personne dont je me permettrai de dire quelques mots à titre de simple exemple. Je n'ai rien contre elle, que ce soit dit. J'ai donc la joie de vous présenter une grande star. Les amateurs de musique la connaissent peut-être. Il s'agit même d'une semi-divinité aux antipodes, donc en Nouvelle-Zélande et Australie. Il s'agit de Lady Hawk. Vous voyez, en Nouvelle-Zélande, en Australie, dans cette région-là du monde, il n'y a pas de plus grande star que Lady Hawk. Avant chaque mouvement d'avion, avant chaque décollage d'avion, on vous joue un extrait musical de Lady Hawk. J'ignore si cela a les mêmes vertus théologiques que le pater ou d'autres prières, mais en tout cas, telle est la situation. Lady Hawk, éminente donc chanteuse et éminente artiste, a donc un diagnostic d'autisme. C'est la chose excellente, cela donne une présence médiatique de la différence humaine, mais en toute franchise, quel pourcentage de personnes et de familles se retrouvent dans cet exemple-là? Alors, je ne vous passerai pas d'extrait musical, on n'a pas le temps et cela, j'allais dire, perturberait un peu le côté savant de notre rencontre. Mais néanmoins, vous pouvez retrouver cela sur votre site préféré sur Internet. Voyez, la question est la suivante. Cette personne-là qui représente très positivement, on ne peut pas le nier, la différence humaine, la représente-t-elle vraiment ou quel pourcentage de personnes différentes elle représente? Là où les choses deviennent peut-être plus grassantes, c'est que les hommes politiques, évidemment, adorent Lady Hawk. Pourquoi donc? Si toutes les personnes handicapées sont comme Lady Hawk, eh bien l'argent, vous le gardez. Une fois par an, vous organiserez un garden party avec de beaux dîners
discours, des fontaines, des fleurs, des bonnes paroles, du chocolat aussi. Et vous direz, par exemple, autiste, je vous aime, vous êtes géniaux. Vous êtes l'avenir. Ensemble, bâtissons la société inclusive de demain. Les applaudissements sont garantis. Et là, vous voyez, il y a un certain bénéfice financier pour les autorités politiques. Et de même sur le plan médiatique, pardon d'être méchant, les médias sont de plus en plus poussés, à juste titre, à donner une certaine place aux personnes différentes. Mais est-ce que ces personnes auxquelles on finit par donner une place représentent réellement la situation vécue des personnes handicapées? Certains médias dans certains pays, on croit jouer au plus fin en donnant un peu le quota de temps de parole aux personnes handicapées à des personnes telles que Lady Hawk. Vous voyez, pour un peu contourner la peur de montrer des personnes handicapées directement à leur public. Alors, s'agit-il d'un usage optimal? Le risque que je vois, et qu'appellerait à titre personnel le syndrome Lady Hawk, qui commence à s'emparer à son tour aussi, c'est qu'en matière de handicap, l'allocation des ressources se fasse au détriment d'exclus et au profit des personnes les plus visibles, finalement des moins handicapées. On observe ce paradigme regrettable déjà à l'œuvre dans nombre de handicaps. Et je dois vous avouer que cela m'inquiète de plus en plus. D'une certaine façon, de nos jours, on réussit à exclure totalement de la visibilité publique les personnes pour lesquelles le militantisme a été initialement créé il y a nombre d'années déjà en matière de schizophrénie, d'autisme et autres. Cela doit nous préoccuper. Il ne faut pas que nous devenions des espèces de Robin des Bois à l'envers, à savoir qui prenaient aux pauvres et donnaient aux riches. Voyez, c'est peut-être cette vision-là qui me préoccupe grandement, notamment ces derniers mois ou ces dernières années. Et il ne faudrait pas croire que l'émotion spontanée surgit soit des grands médias, soit des réseaux sociaux, eh bien, donne une représentation exacte, puisque, en effet, vous le savez, les personnes les plus exclues ne pleurent pas suffisamment et donc n'obtiendront pas, je dirais, les maigres ressources qui existent en la matière. Donc, ce phénomène de repenser, pour ainsi dire, une éthique du handicap peut mériter encore quelques derniers mots sur le chapitre, pour ainsi dire, de l'investissement des entreprises et initiatives privées dans ce domaine-là. On a, et c'est de façon sans doute louable, une présence de plus en plus forte d'entreprises, d'activités business dans le champ du handicap. Et je dois vous avouer qu'à titre personnel, je reconnais parfaitement la valeur de certaines de ces initiatives. Mais est-ce que toutes, je dirais, s'inscrivent de façon réfléchie dans l'advenu d'un modèle démocratique et éthique pour toutes les personnes? Est-ce qu'au contraire, il ne s'agit pas, pour ainsi dire, de certains calculs parfois d'aigrefin? Alors, bon, si je citais trop de noms, je finirais en tôle au bout de quelques minutes, donc je m'en abstiendrai, je n'ai pas d'argent pour l'avocat. Mais en tout cas, il faut dire que parfois, je dirais, de nos jours, le domaine où les personnes peu scrupuleuses peuvent gagner le plus d'argent, eh bien, c'est le champ du handicap. Dans d'autres domaines, je dirais, les possibles ont été mieux balisés. Ce n'est pas le cas encore dans le champ du handicap qui demeure à maints égards semblable au Far West proverbial d'un certain nombre de films que nous connaissons sans doute. Donc, voyez, sans entrer dans les détails, je pense que ces quelques obstacles sont sur la voie
peut-être de la reconnaissance d'une éthique du handicap. Et pour revenir à Greta Thunberg, la survenue brutale de paroles dénigrantes sur les réseaux dits sociaux et dans certains médias s'explique en vérité par cette quantité d'obstacles jamais portés au langage de reconnaissance justement de cette pluralité humaine. Pour finir, je ne vous proposerai pas de conclusion savante, je vous ai déjà assez assommé d'une voix monocorde de divers détails. Je vous proposerai une petite histoire que j'aime bien, et je présente mes excuses aux personnes qui ont déjà vu cette petite photo. J'ai donc un ami de longue date. Non, il ne s'agit pas de lui sur la photo, il est bien trop jeune. J'ai un ami de longue date, peut-être 18 ans, qui donc fait partie de cette biodiversité humaine, qui est autiste et qui se passionne pour les langues. Les linguistes ne sont pas, je dirais, l'espèce d'autiste la plus fréquente, mais ce sont des gens bien comme il faut. Et donc, ce camarade-là, si vous le rencontrez, si vous lui parlez de je ne sais quelle célébrité hollywoodienne, il ne réagira pas à vos propos. Vous conclurez que médicalement parlant, il est sans doute porteur d'une déficience, parce que ne pas savoir qui est Lady Gaga, voilà donc une marque de faiblesse intellectuelle absolument inadmissible. Et lui, au contraire, il se demandera pourquoi est-ce que vous gaspillez les précieuses secondes de votre vie pour des sujets pareils. Donc, incompréhension bilatérale. On parlait d'évaluation médicale il y a un instant. Voici donc un exemple pratique. Très concrètement, il consacre ses journées et ses nuits à réaliser des dictionnaires indispensables à la vie quotidienne. Par exemple, le dictionnaire de vieux corniques ou de vieux manois. Si quelqu'un dans la salle est à l'aise dans ce domaine, une tablette en chocolat est prête. Très sérieusement, l'autre jour, au cours d'une présentation, j'avais évoqué la langue cornique. Quelqu'un dans l'auditorium s'était levé et avait commencé à débiter la définition de la langue cornique. C'était quelqu'un bien de chez nous. Il s'était trahi. Voilà. En tout cas, c'est pour cet ami-là, au cours des années, je me suis fait bien des soucis. Je me suis fait bien des soucis parce que j'avais peur qu'il ne finisse sans abri, comme tant de personnes différentes. J'avais peur qu'il ne se suicide, comme là aussi tant de personnes différentes. Un vrai carnage dans mon entourage amical. Mais le hasard ou le dame fortune a bien fait les choses. Mon ami a trouvé un petit emploi. Comment a-t-il fait? Eh bien, il l'a fait suivant, j'allais dire, l'éthos autiste. Plus concrètement, à l'université, je donne parfois ce conseil aux jeunes camarades étudiants qui souhaitent entrer à l'université. À l'université, ne vous inscrivez pas en études de littérature. Inscrivez parce que là, vous aurez 1000 autres étudiants dans l'auditorium. Ce sera difficile à supporter. Et puis, au moment de l'embauche et le début de votre vie professionnelle, toujours l'entreprise préférera embaucher une personne dite normale. Inscrivez-vous donc non pas en études de littérature, mais en études de vieil éthiopien. Pourquoi donc? Parce que dans le cursus de vieil éthiopien, vous serez seul avec le professeur. Lequel professeur sera ravi d'avoir un étudiant au bout de 20 années de disette. Et ce professeur-là, qui sera au moins aussi bizarre que vous, forcément vous jugera normal. Et puis, une chose qui est vilaine à dire, mais cela fait partie de la vie. Un beau jour, le professeur de vieil éthiopien sera rappelé auprès de l'Éternel. Un Exhiabr, comme on dirait en Éthiopie. Et ce jour-là, un poste de professeur de vieil éthiopien se libérera. Et l'université, même si elle ne vous aime pas, même si vous êtes coiffé un peu comme moi, non coiffé plutôt, même si votre cravate n'est pas mise et même si votre CV ne ressemble à rien, l'université sera obligée de vous recruter. Elle n'aura pas le choix.
C'est comme ça qu'a procédé mon ami. Alors, pas avec le vieil Éthiopien, mais avec une langue à peine plus connue ou commune. Et l'an dernier, eh bien, il lui est arrivé quelque chose que jamais je n'aurais cru possible. À savoir donc, comme la photo l'indique, il est devenu papa. Et c'est là que les problèmes commencent. Alors, les problèmes, pourquoi donc, me direz-vous? C'est très simple. À la naissance de son enfant, de son fils que voici à l'image, une pensée terrifiante a envahi l'esprit de mon ami. Et si jamais son enfant n'était pas autiste? Imaginez d'avoir un enfant qui ne s'intéresse ni à la morphosyntaxe du proto-élamite oriental, ni à la formation de l'auris sigmaticus sanskrit védique, et qui veut regarder la télé. Comment est-ce que vous voulez éduquer un tel enfant? Donc, dans un moment de doute presque métaphysique, mon ami a pris cette photographie qu'il m'a envoyée et que j'ai transférée à d'autres amis autistes qui ont le regard expert. Et ensemble, nous avons étudié cette photo. Et il semblerait, pour parler comme dans le Talmud, l'assemblée des sages après délibération, enfin, vous voyez, il semblerait que le petit ait déjà le regard autiste. Alors, ouf, les parents sont soulagés. Bon, je ne sais pas si le petit est réellement autiste, il n'a pas encore son diplôme en la matière. Mais en tout cas, il y a une chose dont je suis d'ores et déjà à peu près sûr, que mon ami, le papa donc, sera un bien plus fiable et peut-être même un bien meilleur papa qu'un certain nombre de gens qui se disent normaux. Et j'oserais ajouter peut-être une ultime phrase, une phrase que l'on pourra faire résonner dans la tête, c'est une phrase que j'aime bien, c'est une phrase qui est tirée de la Constitution suisse, ou plutôt c'est la dernière phrase du préambule de la Constitution helvétique actuelle, et dans sa version française, elle s'énonce comme suit: la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Merci beaucoup.